J'espère que vous voyez tous bien mon écran, si mes acolytes peuvent me confirmer. Oui, merci. Impeccable. Super. Eh ben, on va pouvoir, commencer. Déjà, merci, d'être présent à ce webinaire sur la cybersécurité. Donc nous serons 3 à animer ce webinaire et je vais laisser, les autres intervenants se présenter. Philippe Richard, c'est à Ok. vous de vous présenter. Oui, bonjour. Bon, désolé, j'ai un petit souci avec la caméra du MacBook, donc vous ne pourrez pas me voir. Donc, je suis Philippe Richard. Je dirige le cabinet d'expert en cybersécurité et conformité Security Off. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Frédéric Bonhot. Moi je suis expert en sécurité des systèmes d'information. Je suis diplômé par notre très belle agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, et j'occupe la fonction de responsable de la sécurité des systèmes d'information chez EBP depuis 2022 maintenant. Et j'ai prévu de vous exposer une approche sécu made in EBP, et après quoi je serai ravi de répondre à vos questions. Et moi, je suis Marie Lafitte. En fait, je travaille au marketing chez EBP et plus particulièrement, mon rôle est de communiquer et d'animer, en fait, nos experts comptables partenaires. Alors, au programme de ce webinaire, je vais vous donner quelques chiffres clés pour remettre le contexte. Puis, Philippe Richard enchaînera sur la partie concrète, donc comment se préparer et réagir face à une attaque. Et enfin, Frédéric Bonnotte terminera pour la partie comment EBP se protège. Et on répondra à toutes vos questions en fin de webinaire s'il y en a. Alors, quelques chiffres clés. 2 sujets. Déjà, 3/4 des TPE et PME sont convaincus par le numérique qui apporte qui apporte à la moitié, d'entre elles des clients. Comme on peut le constater dans tous les secteurs d'activité, donc 76 d'entre eux pensent que le numérique est un bénéfice réel, en 2023. Et on va même plus loin car 51 d'entre eux ont au moins 5 de leurs clients qui proviennent d'internet, notamment dans l'hébergement, la restauration et les services à la personne. Donc en fait, ils sont quand même énormément à se digitaliser, mais en même temps, on les pousse tous à se digitaliser, même nous, en fait, au quotidien, pour, leurs solutions de gestion, que ce soit pour leur visibilité, même la facture électronique à venir et cetera. Mais le numérique veut aussi dire piratage, et cyberattaque, et même si pour 39 le numérique permet de gagner de l'argent, 48 ont peur de perdre ou se faire pirater des données et ce chiffre est en augmentation chaque année. Ce piratage justement, on va en parler, par la suite. Une entreprise française sur 2 a été attaquée en 2023. On voit que principalement ceux qui se font le plus attaquer, ce sont les PME et les TPE et les ETI et aussi les collectivités locales et territoriales. L'hameçonnage reste la principale menace. L'hameçonnage, en fait, c'est une technique, pour obtenir des renseignements personnels pour usurper l'identité. Donc en fait, on vous fait croire que vous vous adressez à un tiers de confiance, sous plusieurs formes, banque, assurance maladie, entreprise, Netflix et cetera. On appelle ça aussi le phishing. 104 c'est le pourcentage d'augmentation des cyberattaques dans le monde en 2023. Parmi ce qu'on retrouve le plus, on a le piratage de comptes, le phishing justement et le rançongiciel qui, comme son nom l'indique, vous demande une rançon contre le rendu, non garanti, des informations, volées. Je vais maintenant, du coup, laisser la main à monsieur Philippe Richard qui va rentrer dans le vif du sujet. Merci Marie. Donc désolé encore pour les petits soucis de caméra. Oui, donc le contexte aujourd'hui est beaucoup plus favorable aux cybercriminels de tout poil parce que c'est de plus en plus difficile pour les entreprises de contrôler tout leur réseau informatique. Vous avez en permanence des appareils connectés comme une imprimante connectée, vous avez des données qui sont sur les serveurs, vous partagez des données avec vos partenaires. Donc c'est quand même très difficile d'avoir aujourd'hui une vision globale et exhaustive de votre réseau informatique. Et donc c'est comme une maison, il est toujours difficile de savoir si toutes les fenêtres de votre habitation est bien fermée. Le piratage aujourd'hui, il passe principalement aussi par des failles. Et là aussi, ça rejoint le premier point, c'est que comme votre réseau informatique est très important, c'est très difficile de savoir si tout est corrigé correctement et si vous avez intégré le dernier correctif qui va être important à mettre en place pour éviter justement qu'un pirate exploite cette faille de sécurité. Et puis le fait que tout aujourd'hui est dématérialisé,
D'un côté, ça facilite le travail, mais d'un autre côté, ça facilite aussi le travail des cybercriminels qui, auparavant, devaient mettre la main sur des documents papier. Aujourd'hui, dès qu'ils accèdent à votre réseau informatique, ils peuvent aussi accéder à votre fichier numérique. Donc la question aujourd'hui n'est plus tellement de se dire, «Je n'ai rien à pirater, et pourquoi je serais piraté?» Aujourd'hui en face, vous avez des PME cybercriminels qui sont très bien organisés. Certains ont des CRM et même des gestions de projet pour savoir exactement comment travailler par rapport aux cibles. Donc aujourd'hui, n'importe quelle entreprise est une victime potentielle parce que vous avez des données et sans vos données et vos outils informatiques, vous ne pouvez plus travailler. Donc ça, les cybercriminels l'ont très bien compris. Que vous soyez un vendeur de macarons ou un fabricant de béton ou un expert comptable, pour lui, ça n'a pas plus de valeur en soi. Ce qui compte pour vous, pour lui, c'est de vous paralyser l'activité et donc ensuite de vous demander une rançon lorsqu'il chiffre vos données ou qu'il récupère vos données pour ensuite les exploiter. Parce que toutes les données sont bien sûr monnayables. Voilà, là j'ai mis quelques exemples, mais je veux dire, voilà, une adresse email Gmail, des scans de passeport, des permis de conduire, tout ça, ce sont des documents personnels et qui permettent après de faire des faux dossiers de location d'appartements, des faux dossiers auprès de CTLM. Et en moyenne, lorsqu'on discute avec la gendarmerie, lorsque vous avez une usurpation d'identité à titre personnel, c'est à peu près 2 ans de complications pour prouver que vous n'êtes pas la personne qui a déposé un dossier auprès de CTLM. Et bien sûr, là, on n'a pas mis toutes les données, mais il y a des données beaucoup plus importantes, comme des données un peu plus sensibles, des données de ressources humaines avec les CV et différentes données. Donc tout ça, c'est des informations qui sont exploitables comme une pièce de puzzle. Vous récupérez en tant qu'attaquant 12 trois éléments d'un puzzle, et après vous récupérez des éléments ailleurs du même puzzle, ce qui vous permet d'avoir une visibilité beaucoup plus précise. En sachant que les organigrammes, tout le monde incite à mettre, à cause de la transformation numérique, de mettre son organigramme avec numéro de téléphone, adresse email du comptable, du directeur financier. Alors c'est très très bien, d'un autre côté, ça permet aussi de faciliter le travail des cybercriminels qui, à la place de chercher le numéro de téléphone direct de la comptable, n'ont plus qu'à regarder votre organigramme que vous présentez sur votre site. Donc il faut faire attention aux informations. Toute information que vous publiez sur Internet est exploitable et il y a toujours une trace que l'on peut récupérer. Voilà, donc là, schématiquement, les 4 principales causes pourquoi vous êtes attaqué, la principale, c'est parce que vous êtes tombé dans les mailles du filet des pirates. Les pirates pratiquent la pêche au gros. Ça veut dire qu'ils envoient des millions d'emails par jour qui sont infectés soit avec une pièce jointe, soit avec un lien qui renvoie vers un site infecté. Et donc, ils attendent que vous mordiez à l'hameçon. Typiquement, ça veut dire que ce n'est pas une attaque ciblée qui va cibler Renault, Peugeot et Airbus. Là, on est vraiment dans le côté opportuniste financier et la cybercriminalité vise uniquement à ramasser un maximum de victimes. Ensuite, l'antivirus, même si aujourd'hui c'est la règle de base, un antivirus, un anti-spam et un pare-feu ne sont pas assez efficaces pour repérer et bloquer toutes les attaques informatiques. Sans rentrer dans le détail, un antivirus repose sur une base de données qui n'est pas exhaustive. Donc il suffit qu'un virus ait une nouvelle version, et si l'antivirus n'a pas cette nouvelle version, pour l'antivirus, le programme, la pièce jointe qui est mise, le PDF qui est en pièce jointe, pour lui est anodin et donc il n'est pas du tout une menace. Troisième menace principale pose, c'est évidemment la personne qui clique sur une pièce jointe ou un email, ou encore les clés USB qui refont leur apparition. Alors là, j'ai pas cité, mais il y a aussi maintenant de plus en plus aussi les attaques qui passent par le SMS, qui vous incitent de façon urgentissime à vous connecter à votre compte Amélie pour une mise à jour virtuelle de votre carte vitale pour différentes choses. Donc là aussi. Et puis le dernier point, c'est le sous-traitant, le cabinet d'experts comptables qui travaille pour un grand compte. Et comme à la place d'attaquer Renault ou Peugeot, parce que les cybercriminels considèrent que Renault et Peugeot sont plus sécurisés, ils vont donc attaquer ce qu'on appelle par la bande. Donc ça peut être une agence de com, un cabinet d'experts comptables, parce qu'ils pensent que vous êtes moins sécurisé que Renault ou Peugeot. Ensuite, voilà, donc là, j'ai pas mis tous les détails sur les différents virus. Il y en a des millions. Je veux juste vous informer qu'il y a une menace importante, ce qui s'appelle les infostealers. C'est un virus qui va voler tout ce qu'il peut récupérer sur vos ordinateurs et en particulier toutes les données d'identifiant. Donc, mot de passe et login, c'est la première chose qu'il va repérer. Et surtout, aujourd'hui, vous avez des infostealers qui sont configurés
pour récupérer tous les mots de passe que vous mettez dans Firefox ou Chrome, par facilité d'usage lorsque vous vous connectez à un compte URSAF ou à EBP, eh bien, vous mettez, votre identifiant et votre, mot de passe dans Firefox ou Chrome. Malheureusement, vous avez 2 risques. Premièrement, que l'extension qui gère la sauvegarde de ces identifiants ne soit pas vraiment, sérieuse et qu'elle récupère à votre insu le login et le mot de passe. Deuxièmement, ce fameux infostealer va lui regarder évidemment, les dossiers de Firefox et de Chrome ou de Edge et il va chercher tous les mots de passe que vous avez sauvegardés pour les récupérer. Donc ce n'est pas la bonne solution. Évidemment, vous avez tous entendu parler des ransomware, les rançongiciels en français, donc c'est ce virus qui arrive généralement par une pièce jointe, qui peut être un PDF, qui peut être un tableau Excel, qui peut être une vidéo, une photo. Aujourd'hui, on peut cacher des virus, sur n'importe quel support et typiquement, une fois que vous avez ouvert ce PDF qui est un CV, par exemple, d'un comptable, eh bien, le virus va commencer à se répandre sur votre ordinateur pour chiffrer les données. Alors, comment ça se passe? C'est-à-dire que sur votre bureau d'ordinateur, vous verrez toujours, par exemple, un tableau qui s'appelle client. Simplement, à la fin, il y aura une petite, 3-4 petites lettres à la fin de ce fichier qui vous empêcheront de l'ouvrir. Donc à partir de ce moment, le ransomware a chiffré des millions de données et des millions de données sur votre ordinateur et vous ne pourrez plus travailler, accéder à quoi que ce soit sur votre ordinateur. Et à partir de ce moment-là, ce sont les cybercriminels qui ont la main sur votre réseau informatique et donc vos données. Et ensuite, ils vous demandent une rançon. Dans ces cas-là, le premier réflexe, c'est de déconnecter immédiatement le câble Ethernet et le Wi-Fi pour éviter, dans la mesure du possible, en sachant que à partir du moment où vous avez cliqué sur la pièce jointe qui est infectée, c'est très très difficile d'arrêter le virus qui commence déjà à se répandre. Mais le premier réflexe, c'est de débrancher le câble Ethernet et le Wi-Fi pour limiter au maximum l'infection de votre réseau informatique. Voilà. Ensuite, il faut prévenir le réseau informatique, le service informatique si vous en avez un. Sinon, des prestataires spécialisés en cybersécurité qui vont essayer de repérer la variante du ransomware qui était installée pour ensuite essayer de l'éradiquer, de nettoyer votre réseau informatique avant de pouvoir redémarrer. La précipitation est mauvaise conseillère. Il faut éviter que lorsque vous pouvez de nouveau avoir la main sur votre réseau informatique, de redémarrer aussitôt tant que vous n'avez pas une garantie que les experts en cybersécurité n'ont pas nettoyé correctement votre réseau informatique, pour 2 raisons. Premièrement, si vous allez trop vite, vous n'avez aucune garantie qu'il n'y a pas un virus qui est resté, qui n'a pas encore été repéré et qui donc permet encore de permettre aux cybercriminels d'avoir un accès de nouveau à votre réseau informatique. 2, vous risquez aussi d'infecter vos partenaires si votre réseau informatique est, infecté. Alors, n'éteignez pas votre ordinateur, vous laissez allumer, surtout pour faire que les experts et la gendarmerie notamment, lorsque vous êtes en zone gendarmerie, puissent faire des captures d'écran, et des dépôts de plainte et qu'ils fassent des analyses techniques du virus pour essayer de comprendre comment il est rentré et comment le repérer. Et surtout, ne payez pas la rançon, pour 2 raisons. Un, vous alimentez, un business cybercriminel. 2, la moitié des entreprises qui ont payé la rançon n'ont jamais eu récupérer les données. Et puis 3, est-ce qu'il faut faire confiance à des cybercriminels? Je ne pense pas. En sachant également qu'il faut déposer plainte pour que la gendarmerie fasse une enquête. Et en même temps, de plus en plus de cyberassurances exigent, et c'est devenu obligatoire, un dépôt de plainte avant que la prime soit mise en place. La reprise de la cyberassurance. Donc, comme l'a dit Marie tout à l'heure, la principale menace reste le phishing. Quoi qu'on en dise aujourd'hui, les phishing qui étaient envoyés soi-disant par Amazon avec plein de fautes, ça n'existe plus. Aujourd'hui, on peut très bien usurper le logo de n'importe quelle marque, avoir un style qui est très proche de la réalité, sans faute de français. En plus, avec l'IA, vous pouvez très bien industrialiser les campagnes de phishing en usurpant le logo de n'importe quelle marque et de faire des campagnes de phishing que vous allez envoyer à des milliers de personnes et vous attendez que la personne clique sur la pièce jointe ou le lien qui est indiqué dans le corps de l'email et qui vous renverra sous toute urgence
évidemment pour vous demander de, par exemple, de taper le login et le mot de passe de votre compte Office 365 parce qu'il y a pour des raisons de maintenance. Et vous allez cliquer tout de suite sur le lien qui s'affiche d'Office 365 et finalement vous allez tomber sur une page usurpée de Microsoft et à partir de ce moment-là, le cybercriminel récupère vos informations. Et le phishing, ça reste toujours la première étape pour attaquer une entreprise, puisqu'on récupère un login et des mots de passe. Et là, après, le but, c'est de s'infiltrer dans le réseau informatique, de récupérer des données sensibles, pour ensuite eh bien, vous demander une rançon ou vous faire chanter en disant qu'on a mis sur le dark web toutes les données sensibles de vos clients. Les principales solutions contre le phishing, vous pouvez toujours mettre un anti-spam, mais aujourd'hui, c'est quand même difficile de repérer les dernières versions de campagnes de phishing. La première règle de base, c'est de ne pas cliquer sur des pièces jointes qui sont bizarres. Même un point PDF ou un point doc peut être un virus qui est caché dans ce fichier Word ou ce fichier PDF. Et puis, il y a des petites extensions qui sont plus suspectes que d'autres. Voilà, méfiez-vous. On n'installe pas évidemment d'application de programme d'origine inconnue ou gratuite lorsqu'il s'agit d'un logiciel propriétaire. Vous n'avez aucune garantie que cette version n'est pas infectée. Vérifiez les noms de domaine qui sont intégrés sur l'email ou sur le corps du texte. Ne cliquez sur rien du tout. Vous pouvez éventuellement passer le curseur de la souris sur le lien qui est intégré dans le corps de l'email pour vous assurer que ce n'est pas évidemment EBP qui vous envoie un email. Et puis attention aux adresses email qui sont bizarres comme celles que nous donnons pour Renault, en sachant qu'aujourd'hui, il y a quand même des subtilités. Vous pouvez très bien avoir on peut très bien déposer un nom de domaine qui va s'appeler renault.fr, sauf que vous n'aurez pas vu qu'on a mis deux L. Et puis, typiquement, vous allez très vite et puis vous n'aurez pas vu les deux petits L qui sont attachés à Renault. L'arnaque au président, je suppose que vous connaissez tous. Quand on a discuté récemment encore avec la gendarmerie dans une grande ville, on s'est aperçu qu'aujourd'hui, les arnaques au président, et en particulier les faiseurs de virements, avec typiquement les fournisseurs qui envoient un email en disant qu'ils ont changé de banque et qui vous envoient l'IBAN, c'est devenu aujourd'hui, selon la police et la gendarmerie, l'une des arnaques qui marche le plus parce que c'est très très facile à faire. C'est-à-dire qu'il suffit d'usurper les logos d'un fournisseur, on va sur votre site, on voit avec quel fournisseur vous travaillez, on va usurper le logo du fournisseur. Éventuellement, on peut trouver sur internet, en cherchant un tout petit peu, un petit courrier du fournisseur, comme ça on a le ciré, différentes informations, réglementaires et puis on va vous envoyer, un email et un PDF avec le logo et puis en disant: «On a changé de banque». Donc méfiez-vous, en cas de doute, n'appelez pas sur le numéro de téléphone qui s'affiche dans le corps de l'email, parce que là aussi, on peut usurper, récupérer des numéros de téléphone qui finissent qui commencent par 01 38, et finalement, on n'est pas en France, on est peut-être dans un pays du Maghreb ou ailleurs, et puis on va se faire passer pour la boîte française. Donc, en cas de doute, vous appelez directement le fournisseur avec le numéro de téléphone que vous avez mémorisé ailleurs. Voilà, ça aussi, c'est les 4 règles majeures que l'on rencontre, nous, lorsqu'on intervient dans les entreprises. On constate aussi de temps en temps des PC collectifs qui sont partagés entre salariés. La deuxième erreur que l'on voit beaucoup chez les clients, on a fait des audits, on a vu que des directeurs financiers voulaient absolument avoir un compte administrateur parce qu'ils étaient directeurs financiers. Bon, pour leur faire comprendre que c'était pas vraiment la bonne solution, on a obtenu le feu vert du service juridique et on a piraté le compte de ces deux directeurs financiers. Et donc, on a pu prendre la main sur le compte administrateur de ces directeurs financiers. Donc, à partir de ce moment-là, on a pu faire ce que l'on voulait sur l'ordinateur de ce directeur financier. Donc, non, il faut des comptes utilisateurs. Les seuls comptes administrateurs sont gérés par les administrateurs de votre réseau informatique. Pas de verrouillage automatique des ordinateurs au bout de quelques minutes. Ça évite que, peut-être pas obligatoirement un cybercriminel qui est à l'autre bout de la planète, mais ça peut éviter aussi qu'un curieux, un intérimaire, un stagiaire qui ne sait pas quoi faire entre midi et 2 heures, eh bien, voilà, regarde ce que vous fassiez, et puis sans le faire exprès, il va peut-être écraser un fichier que vous n'aurez pas bien sécurisé, ou qui va faire une capture d'écran pour X raison. Et puis, évidemment, le pare-feu, l'antivirus, toujours actualisé et activé pour qu'ils puissent, dans la mesure du possible, mettre à jour leur base de données.
Dès qu'on aborde cette thématique sur les mots de passe, on s'aperçoit que justement, c'est lié aux campagnes de phishing. C'est que les campagnes de phishing cherchent à récupérer des mots de passe et des identifiants de vos comptes EBP, Sedge ou autre chose, ou des impôts. Mais d'un autre côté, on sait très bien en tant qu'attaquant que beaucoup de mots de passe sont très faciles à utiliser et que, par ailleurs, ils sont très faciles à utiliser et deuxièmement, ils sont récurrents. C'est-à-dire que dans les entreprises où on fait les audits, on s'aperçoit qu'un salarié va utiliser le même mot de passe basique pour trois, quatre comptes, ou que le mot de passe n'a pas été changé depuis 18 mois. Donc c'est important de se dire, les mots de passe, c'est la première règle de base. Il faut mettre des mots de passe compliqués, sinon c'est trop facile de récupérer des mots de passe. En sachant que, à titre d'exemple, nous sommes intervenus dans une entreprise récemment et un de nos experts, en moins de 5 minutes, avait trouvé 15 des 25 mots de passe des salariés, dont celui du PDG qui était en face de nous. Voilà, oui, que c'est ce que je vous disais, la moitié des salariés utilisent le même mot de passe pour plusieurs comptes professionnels, voire personnels. Voilà, donc c'est important de ne pas partager des mots de passe entre salariés. Deuxièmement, de ne pas avoir le même mot de passe. Et encore plus, d'avoir pas des mots de passe qui sont trop simples à trouver. Par exemple, votre prénom et puis votre date de naissance. Je pense que la diapositive suivante va montrer pourquoi des mots de passe très basiques ne sont pas efficaces. Voilà, bon, ça, voilà. Alors, ça peut paraître, on peut sourire lorsqu'on voit que le mot de passe, le login est le même avec admin. Alors, à titre d'information, une entreprise qui fait 7 millions de chiffre d'affaires a été piratée il y a quelques mois. Il se trouve que les informaticiens s'étaient fait plaisir en achetant beaucoup de serveurs informatiques, plein de choses. Simplement, les règles de base de l'hygiène numérique n'étaient pas du tout appliquées et que beaucoup de comptes étaient encore sous compte admin, ce qui fait que lorsque les pirates sont arrivés, eh ben, ils ont pu prendre la main sur le réseau informatique puisque les comptes informaticiens et les comptes administrateurs étaient admin. Donc il faut des mots de passe compliqués. Et lorsque vous voyez évidemment ce mot de passe, vous allez tous et toutes vous dire que c'est impossible à les retenir. Mais le tableau suivant, je pense, vous expliquera pourquoi il faut. Voilà. Voilà, typiquement, lorsque vous avez des mots de passe trop simples, eh bien, c'est trop facile à les trouver. Si vous mettez, voilà, 1, 2, 3, 4, c'est même pas un mot de passe, autant ne rien mettre du tout. C'est comme si vous aviez une porte à la maison avec une clé qui soit très facile à trouver ou qui soit sous le pot de fleurs. Il faut obligatoirement des mots de passe compliqués. Le but, c'est encore une fois de ralentir et de compliquer le travail des cybercriminels. C'est comme une porte blindée. Si vous êtes dans un immeuble et que vous êtes un cambrioleur, vous allez essayer de faire toutes les portes. Et puis, s'il y a une porte qui est blindée, eh bien, vous allez passer à l'appartement d'à côté. Et si l'appartement d'à côté n'a pas une porte blindée, vous allez certainement rentrer facilement. C'est la même chose avec les mots de passe. Les cybercriminels ont des techniques que nous, on utilise et qui nous permettent de chercher très rapidement des millions de mots de passe en quelques minutes. Et si évidemment votre mot de passe est votre prénom et puis éventuellement votre date de naissance, on va le trouver en quelques secondes, c'est instantané. Donc il faut compliquer la tâche des cybercriminels pour que justement ils passent à une autre cible et pas la vôtre. Donc, c'est ce que je vous disais, il faut quand même 7 recommandations qui sont importantes. On n'utilise pas le même mot de passe pour chaque service. On utilise pas de mots de passe qui ont des liens avec vous, nom de société, date de naissance. On ne demande pas à un tiers de générer un mot de passe pour vous, c'est vous qui devez avoir la main. On modifie systématiquement les mots de passe lorsque, par défaut, donc le fameux mot de passe admin, ou les mots de passe par défaut des imprimantes connectées que nous, on peut trouver sur Internet. Si on connaît la référence de votre imprimante connectée HP, eh bien, en quelques secondes, on va pouvoir trouver sur Internet éventuellement le mot de passe par défaut, surtout que souvent, les mots de passe par défaut, c'est 1, 2, 3, 4 ou 000. On renouvelle les mots de passe, oui, au moins une fois par an. Ça ne prend pas non plus beaucoup de temps de le faire. On n'envoie pas ces mots de passe par messagerie. On ne le stocke pas sur un tableau Excel, sur une feuille. Alors, beaucoup de gens nous disent: «Oui, mais moi, j'ai mis un mot de passe sur un tableau Excel, pour sécuriser mon mot de passe». Ça aussi, c'est pas du tout une sécurité. En quelques secondes, on va pouvoir trouver le mot de passe de votre tableur Excel sur lequel vous avez mis vos mots de passe.
Évidemment, on ne met pas une feuille imprimée dans un tiroir et enfin, on ne met pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une extension qui va mémoriser vos mots de passe parce que vous avez 2 risques. L'infostealer qui va récupérer tous les identifiants mots de passe qui sont stockés par votre navigateur et deuxièmement, vous n'avez aucune garantie du sérieux, de l'extension que vous avez installée et utilisée pour, Firefox ou Chrome. Et donc, il faut, pour gérer les mots de passe, avoir un gestionnaire de mots de passe. C'est un gestionnaire qui va s'occuper des mots de passe à votre passe. C'est-à-dire, en gros, pour schématiser, un gestionnaire de mots de passe, c'est comme un gros coffre-fort. Vous avez une grosse clé qui va correspondre à ce qu'on appelle le mot de passe maître. Et à l'intérieur de ce coffre-fort, vous avez plein de petits tiroirs. Chaque tiroir correspond à un compte, avec donc un mot de passe et un identifiant. La seule chose que vous avez à retenir, vous, c'est le mot de passe maître. Alors, qui peut être un peu compliqué. Sachez qu'aujourd'hui, il y a des gestionnaires de mots de passe qui vous permettent d'ouvrir ces gestionnaires de mots de passe avec Windows Hello ou avec le petit bouton biométrique de votre MacBook ou avec une clé biométrique ou avec une clé de double authentification, ce qui simplifie la tâche, c'est-à-dire que vous lancez votre gestionnaire de mot de passe, il vous demande d'appuyer sur la clé biométrique ou sur, de retaper un code au Windows Hello ou la biométrie avec Windows Hello ou le doigt avec le MacBook et le gestionnaire de mot de passe va s'ouvrir et vous pourrez accéder à tous les mots de passe très compliqués que vous n'aurez pas besoin de retenir, via ce gestionnaire. Nous vous recommandons 2 solutions qui sont françaises et qui sont donc avec les données sauvegardées en France, qui sont certifiées. La première qui est certifiée, c'est LogPass, qui est certifiée par, l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité informatique et Upside On, qui sera certifié, plutôt à la fin de l'année parce que pour l'instant, l'ANSSI a d'autres priorités avec les jeux olympiques et l'avalanche d'attaques informatiques, qui vont arriver. Donc, ils ont repoussé à la fin de l'année les certifications des différents logiciels, dont celle de Opsign. Et après, vous avez d'autres solutions comme OnePassword et Dashlane. Voilà. Donc la première partie, c'est gestionnaire en ligne. Ça veut dire que vous pouvez mettre ce logiciel sur votre PC portable, votre MacBook, un PC fixe, mais également aussi une tablette et un smartphone. C'est la différence avec les gestionnaires hors ligne que vous allez installer sur votre ordinateur fixe, comme KeePass, qui est certifié par l'ANSSI et qui est beaucoup plus difficile à synchroniser par rapport sur différents supports. Voilà, donc souvent les entreprises n'ont pas conscience de se poser quelques questions importantes. La première, c'est quand même de se dire qu'est-ce que je vais faire lorsque je vais être piraté? Parce qu'aujourd'hui, c'est pas la question de savoir c'est pourquoi, c'est comment, c'est quand. Donc il faut se dire, est-ce que si je suis piraté, est-ce que je suis capable de redémarrer vite? Est-ce que notamment j'ai mis en place une cellule de crise avec une capacité à communiquer avec des partenaires, des salariés, des collaborateurs, alors que je n'ai pas mes messageries professionnelles. Pour information, tout à l'heure, je vous citais le cas de cette entreprise qui a été piratée. Eh bien, j'ai communiqué avec le PDG de cette entreprise pendant 3 semaines via sa messagerie personnelle Orange, parce qu'il n'avait pas accès à sa messagerie professionnelle. Et beaucoup d'entreprises n'avaient pas tout simplement des crayons, des papiers avec un annuaire papier qui permettait de savoir le numéro de téléphone du prestataire informatique ou des prestataires de cybersécurité ou éventuellement la cyberassurance. Donc voilà, il faut mettre en place une petite cellule de crise qui soit prête à intervenir, le week-end. Souvent les attaques interviennent à 4 heures ou le lundi matin, donc c'est quand même bien d'être prêt, éventuellement le lundi matin ou le vendredi soir ou le samedi matin, de savoir qui, joindre en cas d'urgence, de mettre en place la petite équipe, d'avoir éventuellement un ou 2 PC qui sont pas connectés, mais qui sont mis à jour régulièrement, mais qui sont déconnectés, du réseau informatique qui a été infecté. C'est important aussi, est-ce que j'ai une visibilité précise de mon réseau informatique? Comme je vous le disais au début, le problème aujourd'hui, c'est que les réseaux informatiques deviennent des millefeuilles avec beaucoup de structures informatiques, beaucoup de réseaux et d'échanges de données en permanence. Donc, c'est important d'avoir un monitoring en permanence qui va permettre de voir s'il n'y a pas des fuites de données, des vulnérabilités qui ont été détectées, qui ne sont pas corrigées sur un serveur ou autre chose. Quelles sont les données essentielles pour vous en tant qu'expert comptable? Est-ce que je suis capable de les sauvegarder correctement? Et surtout de les restaurer. Le but, c'est pas de se dire: «Elles sont sauvegardées», c'est demain, si vous avez un dégât des eaux, puisqu'on parle beaucoup de crues en ce moment, d'incendie ou d'attaque informatique, est-ce que votre cabinet d'expert comptable est capable de redémarrer le plus vite possible?
Tout le monde a en tête certainement l'affaire de Coaxis cet hiver, qui a impacté beaucoup d'experts comptables pendant plusieurs semaines. C'est important pour vous de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier et de se dire, est-ce que j'ai une capacité d'avoir des données en local, mais qui soient sécurisées pour demain redémarrer si mon prestataire n'est pas capable de redémarrer parce qu'il y a une attaque informatique. Et la question essentielle, c'est de savoir, est-ce que j'y mets en place des mesures préventives? Pourquoi je pose cette question? C'est que récemment, je discutais lors des assises régional de la cybersécurité avec différents chefs d'entreprise que je connais. Et je leur ai demandé si ils étaient sécurisés. Ils m'ont dit oui, on a un antivirus, on a un prestataire qui met en place des sauvegardes et donc on a un anti-spam. Et puis finalement, ces entreprises ont été toutes attaquées. Elles ont perdu 3 semaines d'inactivité. L'une d'entre elles a perdu 100 000 euros par jour. Et je leur ai dit, mais si vous n'aviez pas été attaqué, est-ce que vous auriez mis en place des mesures préventives du style diagnostic cyber, campagne de phishing, formation? Les 4 chefs d'entreprise m'ont dit non. Donc en gros, implicitement, ils m'ont reconnu qu'ils ont attendu d'avoir une grande claque pour mettre en place des mesures préventives. Donc n'attendez pas d'être attaqué pour mettre en place des mesures préventives. C'est beaucoup moins cher, moins stressant, et techniquement, c'est plus intéressant de travailler de façon sereine qu'en urgence lorsque le vendredi soir à 16 heures ou lundi matin à 16 heures, vous ne pourrez plus accéder à aux données de vos clients et à vos données métiers. Voilà, donc je rappellerai l'essentiel quand même, les 3 piliers fondamentaux de la sécurité. Le premier pilier, vous l'avez tous, c'est les antivirus, les pare-feux. Je ne rentrerai pas dans le détail des autres logiciels de sécurité qui sont de plus en plus vendus. Deux, c'est l'être humain, c'est les collaborateurs et la direction pour faire des formations, des campagnes de phishing. Beaucoup d'entreprises, on a constaté que les salariés étaient sensibilisés, mais que la direction, finalement, elle ne montrait pas l'exemple avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce directeur financier qui avait un compte administrateur. Et les processus organisationnels, ce sont des étapes beaucoup plus importantes, mais finalement qui sont délaissées parce que on n'a pas conscience qu'il faut mettre en place les processus, et pourtant c'est essentiel. On gère les cloisonnements des accès et des identités, on gère des mots de passe, on cloisonne les données, on fait des tests de restauration de données, et on met en place le plan de continuité d'activité ou le plan de reprise d'activité pour ne pas être tributaire du prestataire qui est bloqué pendant 3 semaines. Je voilà, les mots de passe forts, on change les mots de passe par défaut, on met à jour tous ces logiciels, pas de compte administrateur, on fait différentes sauvegardes et la restauration des données. Les clés USB, c'est à prohiber et on peut utiliser des VPN certifiés et des logiciels de chiffrement qui vont assurer, eux, la confidentialité de vos données. Voilà, j'ai terminé ma partie, Marie. Eh ben, merci beaucoup pour, toutes ces slides très, très intéressantes et on va enchaîner avec, Frédéric pour la partie EBP. Merci Marie, merci Philippe. Alors effectivement, ce qu'on vient de voir, eh bien, c'est que face à l'augmentation du nombre de cyberattaques et à l'opportunisme des attaquants, eh ben, il faut se préparer. En préambule, eh bien, moi je dirais que malgré tout, ce constat, il peut sembler abstrait, technique, complexe, coûteux, ou carrément sans intérêt hein, pour certaines entreprises, notamment les plus petites, et puis surtout quand on n'est pas encore touché. Euh, Parce que les exemples de petites enfin d'entreprises se multiplient, hein, qui sont terrassées par les cyberattaques. Donc voilà, il faut se préparer. Plutôt que de rester dans l'anxiété ou le déni, moi je regarde tout ça sous un angle plus opportuniste. Et j'ai envie de dire que c'est en se protégeant que les entreprises assurent leur pérennité et renforce la confiance finalement qui les lie à leurs parties prenantes. Et donc, de mon point de vue, la cybersécurité, ça représente un enjeu collectif majeur. Hein. Plutôt que de dire qu'une entreprise est vulnérable, je préfère d'ailleurs dire, parler de maturité. Et cette prise de conscience de son niveau de maturité cyber, eh bien, c'est, de mon point de vue, la première étape indispensable à un processus d'amélioration euh, qui est un processus vertueux de sa sécurité informatique. Alors du coup, bah, eh bien, toute entreprise peut commencer par faire un état des lieux de là où elle en est sur ces questions de cyber. Cet état des lieux, c'est un
point de départ en quelque sorte, hein. Il n'y a pas de bon ou de mauvais départ du moment qu'on s'inscrit dans une démarche d'amélioration. Et ce travail, en plus, tout le monde peut le faire. Il y a aucune considération technique ou une connaissance particulière. On peut vraiment faire démarrer ce point de départ dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur domaine d'activité. Et puis c'est plus facile, une fois qu'on sait d'où on part, d'imaginer ce qu'on peut mettre en place à travers des mesures simples mais essentielles pour se protéger, hein. C'est tout ce que Philippe vient de nous exposer. L'ensemble de ces mesures, ça représente un socle de base de sécurité. Euh, Appliquer ce socle de sécurité, bah, c'est avoir une bonne hygiène numérique, comme on vient de l'évoquer. Et avoir une bonne hygiène numérique, c'est la garantie de considérablement limiter les dégâts en cas d'attaque et de faciliter une éventuelle reprise d'activité si il y a un incident avéré. Alors chez EBP, on travaille selon 3 axes. C'est plus ou moins ce que l'on vient de voir dans la slide de Philippe tout à l'heure, sauf que c'est pas dans le même ordre. On a un axe qu'on appelle GRC, donc gouvernance, risque et conformité, qui regroupe toutes les instances de pilotage de la Sécu, la charte informatique, les référentiels de politique de Sécu, notre plan assurance sécurité qui est... euh, alors, peut-être que tu peux cliquer, Marie, il doit y avoir un petit détail sur la GRC, voilà. Notre plan assurance sécurité qui est un document que l'on soumet à tous nos fournisseurs, prestataires, avant de contractualiser avec eux, avant de contracter avec eux. La conformité RGPD, évidemment, et puis l'évaluation, tout ce qui gravite autour de l'évaluation des risques et de la gestion de crise. Voilà, ça représente peu ou prou toute la GRC chez nous, c'est un axe à part entière. On a un second axe qui est plus axé sur la sensibilisation des collaborateurs. Alors, ça fait partie des mesures d'hygiène, on en a parlé. Chez nous, elle revêt une importance telle que on en a fait un axe de travail à part entière. Alors, le but, c'est pas de transformer chaque collaborateur en expert sécu, hein, mais d'en faire un espèce de cyberdéfenseur qui aura suffisamment de capacité de détection et de réaction face à une éventuelle menace, ou en tout cas les plus courantes. Cette sensibilisation, chez nous, elle passe par une communication interne assez nourrie qui est pilotée par notre RH. Tout est bon pour faire un rappel des bonnes pratiques en fonction de l'actualité notamment, hein, que ce soit des événements annuels, des vacances scolaires, les fêtes des mères, fêtes des pères, ou des événements même culturels et sportifs, hein, la Coupe du monde de rugby en 2023, les JO cette année. Tout est bon. On a aussi, là aussi tu peux développer Marie s'il te plaît, sur cet axe-là, des teams SSI, ce qu'on a appelé des teams SSI, ce sont des instances, alors chez nous elles sont trimestrielles, sont des instances avec des correspondants sécu qui sont là pour évoquer, remonter ou descendre des problématiques sécu, très intéressantes pour faire avancer les sujets chez EBP. On pratique également des campagnes de test phishing. Euh, la fréquence, là aussi, elle est trimestrielle, mais elle peut varier en fonction de l'actualité. On a un rendez-vous annuel incontournable qui est le Cybermois, qui est en fait une action interne, mais qui est menée en lien avec l'ensemble des actions en France et même en Europe, hein, pour sensibiliser le grand public des dangers de l'Internet. Et puis, on a des approches de sensibilisation un peu moins institutionnelles, mais tout aussi efficaces, avec la sanction croissant ou la machine à café, parce qu'effectivement, chez nous, quand on oublie de fermer sa session, comme Philippe l'a évoqué tout à l'heure, eh bien, on est sanctionné par l'obligation d'offrir les croissants aux collègues. Voilà, c'est un petit clin d'œil. La machine à café, c'est également un très bon exemple pour évoquer des sujets de sécu et des réponses à apporter. Euh, Sur le dernier axe, on a regroupé eh bien, tout ce qui concerne de près ou de loin la technique et dans lesquels on va retrouver notamment bah, les mesures d'hygiène dont on vient de parler. Si tu peux développer, s'il te plaît, Marie. Euh, euh,
En ce qui me concerne, j'apporte une attention toute particulière. Là aussi, on vient de l'évoquer, au suivi des mises à jour, la gestion des secrets d'une manière très large, la séparation des usages, c'est un petit peu ce que l'on disait tout à l'heure, quand on cloisonne les usages professionnels des usages personnels sur le matériel et les systèmes. Et puis, il y a un point de vigilance particulier sur les sauvegardes et évidemment leur restauration. Alors nous, on complète cet axe avec une méthode qui s'appelle IPDRR, dont j'aimerais vous parler. C'est une méthode qui est d'origine américaine puisqu'elle est proposée par le NIST. Le NIST, c'est l'équivalent de notre agence nationale, l'ANSSI, de l'autre côté de l'Atlantique. Alors j'adore cette méthode pour plusieurs raisons et je vais vous dire pourquoi. Mais avant, je vais vous la décrire très brièvement sur la slide suivante. Alors, IPDRR, ce sont 5 lettres qui signifient identification, protection, détection, réaction et restauration. Le principe de cette méthode, eh bien, c'est de travailler sur 5 fonctions essentielles à chaque fois que l'on aborde un sujet sécu. Donc, identification, c'est connaître ses actifs, c'est savoir de quoi on parle. Ce sont les processus métiers, ce sont les systèmes, les ressources, la cartographie, les flux réseau ou autres, pour tous les sujets. Les flux internes, c'est l'inventaire de mes données sensibles par rapport à mes données moins sensibles aussi. Et en fait, dans ce pan-là, ce qui est sous-entendu, c'est que eh bien, on ne peut pas protéger correctement ce que l'on ne connaît pas. Hein, c'est ça qu'il faut retenir. Donc voilà, c'est un axe très important de savoir de quoi on parle et d'avoir un inventaire de ses actifs à jour. Sur la deuxième lettre, protection, eh bien là, pour le coup, ce sont toutes les mesures concrètes de protection que l'on met en œuvre pour protéger et garantir l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité de ces fameux actifs. Alors, c'est intéressant de remarquer que cette fonction, finalement, elle représente 1/5 de l'ensemble. D'accord? On a souvent pour habitude de dire que la sécu, la cybersécu, c'est la protection. Eh ben non, pas que. C'est 1/5 seulement. Sur l'axe suivant, on parle de détection. Ce sont tous les moyens en œuvre pour surveiller en quelque sorte ce que l'on a en place. C'est fondamental évidemment de surveiller. C'est souvent oublié justement au détriment de la protection. Et c'est le point de départ pour pouvoir réagir. Donc s'il n'y a pas de détection, il n'y a pas de réaction, ou alors la réaction, elle est trop tardive. La réaction, justement, c'est une fonction toute particulière que j'affectionne, parce qu'en fait, à travers cette fonction de réaction, en fait, il y a une espèce d'invitation à anticiper un événement, un incident de sécu. Hein, la question, c'est plus est-ce que ça va m'arriver, mais plutôt quand est-ce que ça va m'arriver. C'est ça que l'on devine à travers cette réaction. Et puis le dernier, c'est la restauration. Alors on parle bien de restauration, hein, pas uniquement de sauvegarde. C'est une fonction qui est valable uniquement si on fait des tests réguliers de restauration, qui permettent de s'assurer que les sauvegardes que l'on fait, elles pourront bien être utilisées le moment venu, si besoin. On l'a dit là aussi. On fera en sorte aussi que le risque ne se reproduise plus, c'est-à-dire qu'on s'inscrit dans un processus d'amélioration, hein. En résumé, en appliquant cette méthode chez EBP, on a la garantie de balayer tous les aspects à couvrir pour une protection vraiment optimale. Alors, c'est à chacun de positionner le curseur sur chacune de ces fonctions, hein. On peut très bien imaginer une entreprise qui va favoriser des actions de détection plutôt que d'identification, ou qui va favoriser plutôt de la restauration alors qu'elle pourrait faire de la protection. Il y a plein de combinaisons possibles. Pour ma part, j'aime bien plutôt les profils équilibrés sur lesquels on s'est penché sur les 5 fonctions. C'est plutôt l'approche chez nous aujourd'hui. Dans la slide suivante, je vous ai partagé quelques sources d'informations très intéressantes.
l'ANSSI, France Numérique, France Num, Cybermalveillance, la CNIL. Il y en a encore beaucoup d'autres hein, sources d'informations qui peuvent vous apporter plein d'actualités et d'approches sur l'approche sécu la plus appropriée par rapport à la taille de votre entreprise, votre domaine d'activité ou même vos objectifs à atteindre, hein, tout simplement. Il y a même des podcasts qui existent hein, pour celles et ceux qui n'ont pas trop le temps de lire. C'est parfois plus facile d'écouter que de lire. Et puis, comme j'ai la parole, ben, je vais terminer par un bel adage qui dit que en matière de cybersécurité, on est tous concernés, hein, on est tous partie prenante les uns aux autres. Donc, c'est pas l'affaire seulement de l'un ou de l'autre. Voilà. J'en ai fini avec mon intervention. Je suis à votre disposition s'il y a des questions. Je te redonne la parole, Marie. Eh ben, merci à tous les 2 déjà pour votre intervention. Hop, je vais arrêter de partager. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas et dans tous les cas, nous, on vous envoie toute cette présentation par email parce qu'on va faire un vrai focus sur la cybersécurité, même encore tous les prochains mois à venir. Je vois qu'il y a pas de questions, là-dessus. En tout cas, nous, tout ce qu'on va vous souhaiter, c'est une très bonne fin de période fiscale. D'ailleurs, on est un peu en milieu quand même, donc bonne continuité dans la période fiscale. Merci beaucoup et bon après-midi. Merci à Merci. tous. Au revoir. Au revoir.